Oui, Bonjour. absolument. Christian qui était absent, mais attends, je te donne la parole pour te gronder. Ça va, Daniel? Oui, ça va. Ça lui est passé? Et oui, ça peut lui passer, mais enfin un peu triste, parce que ce que je retiens, c'est le départ, la mort de Guy Louiset. Bon, Christian va en parler un peu plus, mais Oui. enfin, moi qui l'ai fréquenté pendant que Ouais. j'étais au CERMAC, Bon, donc bon. c'est une grosse perte. Ouais, c'était une belle âme. Toujours de bonne humeur, toujours sympathique. C'est vrai. Oui, Ça- puis c'est créatif hein, ça- pour ça m'a fait le un peu- patrimoine Ah, oui. musical martiniquais, lui doit beaucoup. Mais moi, je pense surtout à l'homme que j'ai rencontré, qui on bavardait des choses et d'autres, on parlait des émissions que je faisais, des articles que je voyais plus écrits, il me parlait de moi. Ça fait toujours plaisir qu'on vous parle de vous. Alors moi, je lui parlais de ce qu'il faisait, etc. Le flux aux larmes. On te bouffe ton sujet, excuse-nous. Nadia, ça va? Ça va bien. Oui. Moi, j'ai eu un grand moment de théâtre cette semaine avec la pièce Antigone, ma sœur, qui part du classique d'Antigone, complètement déstructurée et revisitée, Ouais. avec de la musique, de la danse, une énergie folle. J'ai été ravie. En plus, j'ai eu le privilège d'assister à la projection en scolaire. Donc, imaginez l'atrium tôt le matin, Avec des gamins. avec 500, et donc ce sont des élèves de collège et lycée, puisque c'est à partir de 14 ans la Qui a pièce. apprécié. Ah, mais qui apprécie, c'était vraiment une énergie et un échange avec la salle vraiment magnifique. Ouais. Un très très beau moment. Qui a fait aimer le théâtre à ce petit. Oui, C'est ah tête- oui, je pense que c'est je donne tête que je, grainée. je pense qu'au sortir de cette, même pendant la Vous pièce, avez compris, tête grainée pour ne pas dire tête blonde. Hein. Vous avez compris pour ne pas tête dire. grainée, c'est nous. Notre grainée, c'est nous. C'est- Les gens croient que c'est raciste. Antoine. Non, enfin, quand même. C'est se dire, c'est juste envie de replonger dans la pièce. Enfin, voilà. C'est à redécouvrir. Oui. Et puis surtout un champ de possibilités. Comment on n'est pas limité par un texte séculaire. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Monsieur Marajo, dans vos sondages, dans vos études de marché, dans vos rendez-vous économiques, vous avez eu d'aussi grande joie? Non, malheureusement, j'ai découvert un truc absolument scandaleux que je voudrais dénoncer ici en 30 secondes. Oui. Il y a un trou, c'est toujours le SMTVD, donc je continue mon enquête et là j'ai découvert un truc absolument fabuleux. D'une part, une montagne de 15 mètres de haut de matelas qui sert à faire une espèce de tarte gigantesque avec des ordures. Et puis j'ai découvert que dans ce trou, on mettait des choses qui étaient totalement interdites depuis des années. Notamment des matériaux. Par exemple, la mâche-fer, qui est le résidu final de l'incinérateur, 30 000 tonnes par an sont enfouies là, en toute illégalité, en plus sans paiement d'une taxe qui est de 50 € la tonne. Voilà. Oui, voilà pourquoi c'est enterré discrètement, sans qu'aucune autorité ne fasse quoi que ce soit en étant au courant de ça. Voilà, un scandale abominable. Quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Mais écoutez, dans un petit moment de tristesse, de chagrin, pourquoi il y a des bus aussi grands dans ce pays-là qui vous obstruent brusquement la route? Pourquoi il y a des camions de livraison aussi énormes, disproportionnés, tout le monde doit s'arrêter pour qu'ils passent? Vous voulez expliquer pourquoi, je vous l'ai déjà dit, pourquoi sur les routes il n'y a pas de signalisation correcte? Christian le répète. Pourquoi nous les payeurs d'impôts, je suis désolé. 3% des foyers. Hein. Oui, enfin, nous sommes parmi ceux qui paient. 3% Pourquoi des nous foyers. n'avons pas fait comme ça? Eh oui. Pourquoi monsieur le préfet, plutôt que du haut de sa superbe et de son képi blanc, ne convoque pas les moniteurs de l'école pour leur dire, essayez d'apprendre aux gens le civisme, la bienveillance dans la conduite? Il y a une réponse qui est radicale, et tu le sais, tu la maman. connais, moi je la donne systématiquement, parce que quand tu compares avec d'autres régions françaises, Oui. tu vois de vraies différences. Et c'est parce qu'on est noir. Arrête avec ça, tu trouves à contrario raciste. Mais c'est peut-être vrai quand même. Bon, alors écoutez, je voudrais remercier d'abord Zitata d'exister, je voudrais remercier David Torres à la technique, je voudrais remercier, j'oublie à la fin de l'émission, je voudrais remercier Mehdi, je voudrais remercier Max Moros. Nous avons de plus en plus de remontées, et de remontées positives, c'est pas de l'autopublicité. Hein. Au début, je crois que c'était la nouveauté et tout, mais il y a des gens qui maintenant décryptent la station dans leurs compliments, on donne les qualités, on donne vraiment la ligne directrice. Le positionnement. Ils le positionnent, merci, monsieur le publiciste. Ils ont compris ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la qualité, ça veut dire le sérieux, ça veut dire une certaine quand même légèreté de l'être, mais pas être complètement délétère.
Et puis, qu'est-ce que je dois faire encore? Christian Boutin. Et puis Et tu m'as pas Welcome back. Non, mais tu es de là. Mais on finit par t'oublier. Alors, Moi, j'ai quelque chose à vous attends, dire. justement, on finit par t'oublier parce que tu es tellement absent. Allez, J'ai quelque chose à vous dire. Oui, mon Dieu, là, J'étais absent la semaine dernière. oui. Et comme d'habitude, comme beaucoup de Martiniquais, le matin, je me réveille, je regarde la télé. Évidemment, le réflexe, c'est LCI, c'est CNN, pas CNN, l'autre là. Ouais. Enfin, Signa Baïki. Les autres, la télévision, les autres. Signa Baïki, ici, au paquet. Attends. Et puis, moi, j'ai hésité à ta biwa. Ah bon. Et moi, les autres, le top. Ah, hein, j'ai vu les 4 qui étaient là la semaine dernière, avec notre ami du Gaumont, là, Serge Tali. Quand nous saluons. Et puis j'ai pris un pied. J'ai pris un pied. Et je dois vous dire, il faut que les téléspectateurs nous écoutent, que j'ai appris beaucoup plus, de manière beaucoup plus constructive que quand je vois CNN, quand je vois les autres trucs. Waouh! Non mais je c'est vous le gentil. dis, il faut que les gens comprennent ça. Parce que nous, Martiniquais, vous en tout cas, quand vous parlez de la Russie, de l'Ukraine, avec les axes que vous développez, je pense qu'on parle un langage plus proche de nous. Je pense qu'on parle un langage aussi plus dense, plus constructif. Ce n'est pas cette espèce de vous voyez, spectacle télévisuel qu'il y a dans les chaînes nationales. C'est du sérieux. Et donc je dis à tous les Martiniquais, à tous ceux qui nous regardent, j'étais à Saint-Martin, je vous regardais, à tous les Guyanais, regardez à contre-temps et vous allez mieux comprendre l'actualité du monde et de nos régions. Ce Voilà. n'était pas préparé. Non, Il pas nous du en tout. avait réservé la surprise. J'ai enregistré une conversation d'une jeune avocate avec une personne proche de moi qui faisait effectivement, qui décryptait la télévision. Je ne vais pas vous la passer parce que la bande son est mauvaise, parce que c'est dans la rue où elle a arrêté mon personne épouse. proche. Mon épouse. il n'y a pas d'autre à Pour dire lui ça. dire, la seule chose que je lui reproche, c'est d'avoir pas répondu positivement à la question de savoir si j'étais propriétaire de la chaîne. Mais non, je ne suis pas propriétaire de la chaîne, ni Daniel, ni Eddy, ni Christian, ni Daniel. Nous sommes les militants du juste, du vrai, du bien et du beau, Et des amoureux de la Martine. des amoureux de notre pays. Et ça mérite un bon petit jingle pour parler de l'actualité. Bon, alors on n'a pas d'illustration pour ça, mais très rapidement, laissez-moi vous donner des brèves, des news, quoi. Très rapidement. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses infirmières hospitalières ont quitté leur travail. Conditions de travail intenables, manque de reconnaissance. En 2 ans, le nombre de postes vacants est passé de 10 000 à plus de 60 000. OK, par la dite. Deuxième brève. Total Énergie a promis, on va parler de ça longuement, d'arrêter tout achat de pétrole russe, mais à continuer et encore actionnaire de sociétés dans lesquelles elle est intéressée pour puiser le gaz par ailleurs dans la Russie. Bon, ça c'est plus caché, c'est moins visible. Dernière news, celle-là je serai un peu plus longue. Je vais vous lire simplement un petit extrait de Libération, le journal Libération. Après une ascension fulgurante à l'automne dernier, le candidat d'extrême droite Zemmour a dégringolé dans les sondages. Aujourd'hui donné à 11-12%, en 4e position derrière Macron, Le Pen et Mélenchon. Une dynamique qui sent plutôt la défaite, comme il a lui-même laissé entendre, en conclusion de la présentation officielle de son programme hier, selon des propos rapportés par l'Express, c'est pas nous. Hein. Vous l'avez compris, citation, ce programme, parlons de son programme, M. Zemmour, vous l'avez compris, ce programme est bâti sur le long terme. Ce programme n'est pas là pour gagner les prochaines élections, mais pour sauver les prochaines générations. Conclusion, un programme pas fait pour gagner les élections, c'est pas banal, sauf pour un candidat, pas fait pour gagner les élections non plus, évidemment. Et puis, dernière chose sur M. Zemmour, et puis on n'en a jamais parlé, hein, cette émission, la colonisation a été une bénédiction. Voici le propos qu'a tenu Zemmour lors d'une émission Outre-mer 2022 sur la première. Vous savez ce qu'on va faire à Zemmour? On ne va pas commander cette énorme... On ne va pas parler de c'est O2ZERI. Voilà. C'est qui, Zemmour? Voilà. Oui, mais je le connais, un bout de tête figure pointue. Jingle, voilà l'actualité quand même, parce que j'ai pris du temps. On va parler de la Corse, quand même. On est obligé de parler de la Corse avec ce qui se passe là. Comment Emmanuel Macron a été rattrapé par ce dossier brûlant.
Emmanuel Macron a dû répondre aux troubles en Corse depuis la question d'Yvan Colonna. Daniel, qui va traiter le sujet, va vous expliquer qui il est et pourquoi. Après avoir pendant 5 ans laissé en suspens les demandes des nationalistes corses, voici que le ministre de l'Intérieur, envoyé par Emmanuel Macron, il y a de cela 10 jours, a proposé de discuter d'une autonomie de l'île d'ici la fin 2022. En tous les cas, à toute fin, le FLNC annonce qu'il est prêt à reprendre les armes. J'ai à toi la parole. Oui, alors, il y a des émeutes en Corse parce que Yvan Colonna a fait l'objet d'une agression quand il était en prison. Alors, Yvan Colonna, qui est-ce? C'est quelqu'un qui a été condamné à 3 reprises par une cour d'assises pour l'assassinat du préfet Erignac. Il a été en cavale avant qu'on l'arrête, il a été arrêté, jugé, et il est en prison, réclusion criminelle à perpétuité. Et il a demandé, les partisans, puisque c'est un militant nationaliste, avaient demandé son transfert dans une prison en Corse. Et le gouvernement, l'État français avait toujours refusé. Il est considéré comme un détenu qui est à surveiller, et il se retrouve à la prison où il se trouve, seul, à un moment donné, avec un autre détenu, qui est lui aussi quelqu'un à surveiller, et ce détenu l'agresse, et l'agresse violemment, au point qu'il est dans le coma. Et lorsque les émeutes démarrent, il n'est pas encore mort. Depuis, il est mort. Oui, il est mort. Depuis, il est mort, mais au moment où les émeutes démarrent, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Et les émeutes sont violentes, c'est-à-dire que c'est plusieurs jours où gendarmerie, préfecture sont attaqués, cocktails Molotov, tir à balles réelles sur les gendarmes. Donc, émotion légitime dans la classe politique française. Et tout de suite, d'abord par le ministre de l'Intérieur, qu'on vient de voir, Darmanin, qui décide donc d'aller en Corse. Au départ, il doit passer 2 jours et en fait, il reste 3 jours. Et l'État fait savoir que la question d'autonomie n'est pas taboue. Ouais. Alors, il faut quand même savoir qu'au sujet de la revendication de l'autonomie, c'est une revendication qui est ancienne et qu'elle est portée par des nationalistes qui ont gagné des élections depuis plusieurs années. Donc 2015, progressivement, depuis 2015, ils gagnent et qu'à l'heure actuelle, l'Assemblée de Corse est présidée par un autonomiste, Simeoni. Et donc l'État français sait que la revendication autonomiste est une revendication qui est portée et soutenue par un grand nombre de la population, à la différence de l'indépendance qui est quand même portée par un autre courant, un nationaliste indépendantiste plus violent qui a menacé de reprendre les armes. Donc la question, le gouvernement français, effectivement, il réagit dans l'urgence, il réagit pour pouvoir apaiser les choses, mais il faut savoir que c'est une posture qui ne peut plus être abandonnée, quel que soit le président, celui qui va gagner au présidentiel. Il devra tenir compte d'une part de la réalité de la revendication autonomiste et du fait que l'État français à un moment donné a dit que ce n'est pas tabou. Et la revendication de l'autonomie majoritaire, c'est de dire l'État français garde les prérogatives régaliennes et puis les Corses gardent la finance, l'économie et la question foncière qui est une question très importante en Corse. L'État français qui est partisan d'examiner la question de l'autonomie, mais dit bien que elle ne va pas du tout jusqu'à l'indépendance et dit bien que le lien avec la France doit rester. Donc on pourrait se poser la question, et l'outre-mer? Avant de te poser la question, comment un pays dont tout récemment Mme Conconne et d'autres missiles ministres qui étaient partis visiter avaient vanté les mérites, donc l'autonomie corse, comment ce système, et pourquoi il est considéré comme insuffisant, insuffisant par les Corses eux-mêmes? Oui, parce que ce n'est pas une autonomie du tout. Il se trouve qu'avec la réforme constitutionnelle de 2003, il y a une possibilité d'évolution institutionnelle à la carte, avec les articles 73-74. Et la Corse bénéficie d'un certain nombre, comme la Martinique pourrait en bénéficier, tout en restant dans son article 73 avec identité législative. Il y a un certain nombre de choses dont elle pourrait bénéficier qu'elle ne demande pas. La Corse a déjà demandé une certaine chose. Je signale par exemple sur la question de l'indivision, qui est un sujet qui nous concerne aussi. On a eu la loi Letchimy, mais les Corses, bien avant, avaient déjà obtenu qu'il y ait une loi spécifique pour eux. Donc, mais pour eux, les revendications, par exemple la fiscalité,
quand on considère qu'il y a 40% au niveau du foncier qui sont occupés par des résidences secondaires, les Corses, pour eux, c'est une question importante d'avoir la maîtrise du foncier. Donc ils demandent des prérogatives qui nécessitent une évolution institutionnelle, c'est indiscutable. Alors, donc, pour la d'abord, en deux mots, faire leur loi, quoi. Oui. Oui. Les prérogatives législatives. Sauf dans les domaines régaliens, les domaines que j'ai indiqués. Donc l'outre-mer, il y a déjà certaines collectivités d'outre-mer qui bénéficient d'une autonomie, comme la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Pour nous, les Martinique et Guadeloupe, moi je dirais que la question ne se pose pas, parce que bon, quand le ministre Lecornu en a parlé en Guadeloupe, il a dit que bon, c'est parce qu'il y a des élus guadeloupéens qui lui en avaient parlé. En Martinique, on a dit non, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça du tout, hein, donc il n'en est pas question. Donc en fait, c'est pas une question fondamentalement qui fait partie des revendications, me semble-t-il, des partis, en tout cas. Je peux vous poser à tous une question, même si je n'aime pas beaucoup les débats, mais elle est technique. Pensez-vous que face à un fait que nous avons déjà ici, marqué d'une craie blanche, savoir que tous les pays qui s'éloignent par quel que soit le système, autonomie, décentralisation, en fonction qui s'éloignent de la France, on peine quelque peu à maintenir leurs finances, à maintenir leur budget. Pensez-vous que nous soyons ici timorés, lâches ou sages, de dire attends, discutons les mecs, pour parler comme il dit, les mecs c'est dit. Discutons les mecs pour voir comment on va dénouer cet imbroglio, parce que vous êtes bien gentils. Nous, Césaire, l'autonomie, Marie-Jeanne, la souveraineté, Malsec, c'est bien gentil, mais Mangiare, comment on va nous conserver nos finances? Alors, bon, j'ai orienté votre réponse, mais tu réponds. Oui, mais je dirais que de façon très directe, le président Macron a dit qui paye dirige. Donc, par conséquent, la question ne me paraît claire. Hein, donc, il faut savoir si on veut. Et ça me paraît aussi plus simple. En fait, tourner la parole sur ce point-là. Eddy? Tant que la sécurité sociale va devoir appeler tous les jours le ministre des Finances pour récupérer 4 ou 5 millions d'euros par jour pour payer les prestations, nous puis fait. Christian? Moi, j'ai peut-être la naïveté de penser qu'on aurait dû avoir un projet, et négocier un projet avec le gouvernement et avec l'Europe. Oui, on n'a pas de... Bon, tu as dit naïveté, hein? Non, mais enfin, après la naïveté, on va être dans la fable. Non, moi j'ai envie de dire que les choses doivent se préparer. Tout simplement. Ne pas partir à l'aveuglette et puis lancer des choses qui peuvent relever de l'utopie ou pas. Tout se prépare. 75% des Corses sont hostiles à l'autonomie. À l'autonomie. À l'autonomie. Donc allez voir les dépendances. Non, mais les sondages, tu sais, les sondages. Oui, c'est ça. tu verras le prochain scrutin, parce qu'il ne sera pas possible de passer à un autre statut. Ah oui, sans consulter les Corses. Ça, c'est clair. Et sans surtout consulter, éventuellement, parce qu'on peut les bloquer, sans consulter éventuellement les Français. On peut sortir. Non, c'est les Corses. Et puis rappelons quand même que les Corses ne sont que 280 000. En tous les cas, seulement, et oui. puisque tu as la parole, garde la parole sur un sujet. Je suis désolé. Que M. Macron, à l'heure actuelle, il semble pouvoir tout faire, quoi. Tout se permettre. C'est un truc de. Il est à l'aise, il ne fait pas campagne, il sera réélu, les doigts dans le nez. À toi. Oui, en fait, l'idée est la suivante. La petite musique qui monte, c'est de toute façon, on ne peut rien faire contre Macron et que l'élection est pliée. Et donc, il fait ce qu'il veut. Alors, moi, par rapport à ça, c'est une réalité. Hein, quand on est dans les sondages. Il y a à la fois les sondages. Il y a à la fois les sondages. Le dernier, je vais vous le donner, il vient de sortir. Il est nouveau. Macron, 29,5 au premier tour. Enfin, des 29,5 au premier tour, on n'en a jamais eu, sauf Mitterrand, 33. Donc, c'était il y a longtemps. Il y a peu de chances. Il y a longtemps, mais personne n'a jamais eu ça, au premier tour. Personne. OK ? Donc, peut-être que le game est plié. Mais il faut faire attention. Jospin, 100 000 voix, battu par M. Le Pen. Il faut faire attention. On ne sait jamais. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon va arriver en tête. Il va faire une loi Montada. Ah, fantastique. Après sa défaite de sa première tentative, il a passé 3 semaines au Marouba. Le Marouba était ouvert en dépression, avec
une prescription médicale. Mais bon, ça c'était le passé. Alors pourquoi Macron peut tout faire? J'ai essayé d'aller un peu plus loin sur l'analyse. L'idée c'est que, à mon avis, il y a deux raisons. Il y a une raison structurelle, c'est que Macron a fait quand même beaucoup de choses. Il y a un comparatif sur les promesses tenues, celles qui sont tenues, pas tenues, on l'a fait. Voilà, en cours. Il y a eu ça pour Sarkozy, c'était une catastrophe. Hollande, dramatique. Macron, beaucoup mieux que tout le monde. Alors, l'idée, c'est quoi? Parce qu'il y a les 100 promesses les plus importantes. Le résultat est le suivant. Il en a tenu 47, ce qui est énorme. 47% de promesses tenues. Et alors, j'ai plus les chiffres de manière très précise, mais il en a seulement 25 qui n'ont pas été tenus du tout. Et quand je vais vous les donner, vous comprendrez qu'il n'avait pas intérêt à pousser le bouchon, notamment le service militaire. Il a oublié ça vite fait. Mais par contre, ce qui a été fait, c'est très rapidement, j'en ai pris 4 ou 5. Tous les travailleurs ont une assurance chômage aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. On l'a découvert. Dans les ZEP, il a divisé par 2 les effectifs, vous vous rappelez, des cours préparatoires, des CE1. C'est une vraie révolution. Il a remplacé l'ISF par, je sais que ça te concerne, la fortune immobilière. Oui, parce que le directeur des impôts nous détruit. Non. Sarkozy avait massacré les policiers en nombre. Hollande avait rajouté une couche. Lui, il a recruté 10 000 policiers et gendarmes. Et donc, électoralement, des petits trucs comme ça. Et puis, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, augmenter les salaires. C'est le seul président de la République qui a augmenté les salaires mécaniquement en baissant les cotisations salariales. Votre patron n'a rien fait, on a juste baissé les cotisations salariales et on a augmenté les salaires. Bon, bref. Et donc ça, c'est du structurel. Et puis, il y a du conjoncturel, parce qu'il est quand même assez balèze. Il a éteint la SNCF, vous vous rappelez? Grève éteint. Les mecs, ils ont accepté la refonte totale de leur statut. Il a éteint les socialistes et LR et Le Pen. On est bien d'accord? Le LR n'existe pas parce qu'elle est en dessous des 10%. Des 10%. Il a éteint les gilets jaunes. Le Covid devait l'éteindre, il a éteint le Covid. Et bon, tout ça, à mon avis, c'est un type... Tu as parlé du PS, parce que le PS... Oui, non, mais le PS, c'était fini. J'ai dit les socialistes. C'était déjà fini. Non, j'ai dit les socialistes LR. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est pas Macron, ça tient pas à Macron, ça tient à ce qu'on est dans une époque, un moment de l'histoire où la médiatisation est centrale. Et donc, tu peux faire tout ce que tu veux en termes législatifs, en termes réglementaires. C'est d'abord le média qui fait l'opinion. Alors, j'ai l'impression, vous avez sans doute l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, on est bien d'accord? Il y a des pays, tu peux mettre tout ce que tu veux en télévision, la réalité de la rue balaye je vais citer par exemple le Venezuela, où on sait très bien que Maduro dit ce qu'il veut en télévision, mais la réalité, elle est là. Et si Maduro se représente aux élections et que c'est des élections libres, il sera probablement balayé. Donc l'idée, c'est pas Macron qui fait ça, c'est ce que nous faisons, nous, au jour le jour. Cette façon de diffuser l'information et à répéter sans répit qu'il va gagner l'élection, ça lui donne de la crédibilité et un espace de liberté absolu. Autrement dit, tout le réseau de médias qui s'est construit, voilà. Qu'on a construit pour lui. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réussit à ce petit jeu. Lui, il est brillant à ce petit jeu. Zemmour, malgré toute la puissance qui a essayé de Bolloré, ça s'est effondré. Oui, militairement mauvais. Écoute, on va passer à des choses plus dures. C'est l'Ukraine, mais en même temps positive. Oui, toi, Nadia? Oui, étrange. Oui, la plus jeune parle de la guerre. Réputées sous-entraînées et mal organisées, les troupes ukrainiennes ont surpris par l'efficacité de leurs attaques. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il est surtout question de l'échec russe. C'est étonnant quand même. D'offensives éclairs manquées, de manœuvres embourbées, de failles structurelles et capacitaires dans l'armée. Au 22e jour, au moment où j'écris ça, on est à 25-26, de leur campagne d'évasion, les troupes de Poutine sont bien loin d'atteindre leurs objectifs initiaux. Oui, on va croire tout ça?
Alors, et puis, voyons le côté effectivement communication. Oui, oui. D'un côté, tu as la Russie qui a annoncé depuis tellement longtemps qu'elle allait le faire, et finalement elle l'a fait. Donc elle est passée au conflit armé, et c'est un tel géant, aussi bien en termes à tous les niveaux, Goliath. et aussi, voilà, Goliath, aussi au niveau de l'armement, de la puissance militaire, etc. On se dit, mais la pauvre petite Ukraine, le match est plié avant même d'avoir commencé. Comme pour Macron. Et aux surprises, comme tu dis, à l'heure où nous parlons, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. On en est à se demander si l'Ukraine n'a pas, entre guillemets, menti et n'a pas préparé finalement, elle a cru à ce que disait Poutine, si elle n'a pas préparé en douce ses ressources et finalement développé une tactique de réponse à la guerre. Ça veut dire que les services secrets de la Russie sont complètement nazes. Est-ce qu'ils ont péché par excès de confiance? On ne sait pas. Le fait est que l'armée aujourd'hui ukrainienne n'est pas impréparée et n'est pas totalement dans la panade comme on pouvait l'imaginer. Dans un premier temps, on constate qu'il y a un point de vue logistique, toutes les armes, tout ce qui lui est envoyé est parfaitement bien géré. Et surtout, et ça pour le coup, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça... L'art de la guerre. J'ai trouvé ça assez intéressant, c'est qu'ils ont une vraie tactique qui est à l'œuvre. Une tactique qu'on pourrait retrouver dans un roman, les fameux romans de Tom Clancy sur la guerre technologique, où effectivement, il touche de façon ciblée les forces armées avec des petites attaques. C'est plutôt une guérilla, on va dire, et une guérilla intelligente puisqu'elle touche au niveau des ravitaillements, enfin, les petites choses logistiques qui font que quelque chose aboutit. Vraiment, pour le coup, l'armée ukrainienne arrive à faire ça. Et la deuxième chose, je pense que aujourd'hui, 21e siècle, on est en 2022, la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Non. C'est une arme réelle, c'est-à-dire avoir de l'information. Et pour le coup, là, l'Ukraine bénéficie d'une information, peut-être qu'on minore cet aspect-là, bénéficie d'une information en temps réel. C'est-à-dire qu'ils savent précisément... Celle donnée par les Américains. Alors, celle donnée par les Américains ou par l'Europe, les Canadiens, enfin en tout cas, on va dire l'OTAN, mais ça peut fâcher en disant ça. En tout cas, ils bénéficient d'une... C'est-à-dire qu'ils ont... C'est comme prendre des embouteillages. C'est pas quand tu es dans l'embouteillage que tu te dis que tu vas changer. Ils ont l'information avant et donc leurs frappes et leurs actions sont vraiment efficaces. Ils frappent la nuit. Ah oui, ça avec en plus la technique. Et puis il y a aussi l'impact, psychologique. Ouais. Le fait de frapper la nuit, comme tu dis. Donc ça veut dire que tes sens sont sans cesse en éveil au moment où tu t'y attends le mieux. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils ne vont pas frapper peut-être fort, mais ils vont frapper efficace. Oui, il faut. Tu ne vas pas être tué, mais tu vas être blessé. Blessé, ça veut dire qu'il faut... tu es nécessairement amoindri. Et de leur côté aussi, psychologiquement, de se dire qu'ils ne sont pas... Ils résistent encore. Oui. Et ça, c'est... Ça leur donne une sorte de... Ça les galvanise. Oui. Et puis, ajouter aussi qu'ils font peuple. Parce que là, c'est là où, je pense, la grosse erreur aussi de Poutine, c'est de considérer que le peuple russe, la nation russe n'existe pas. Et que donc, par conséquent... Ukrainienne n'existe pas. Alors que là, on a démontré que c'était possible, que les gens, c'est-à-dire l'élan de patriotisme des Ukrainiens, des gens qui ne sont pas formés mais qui veulent aller se former pour se battre, des volontaires pour se battre, ça c'est un sentiment national qui est très fort et qui explique beaucoup de choses. Comme nous sommes en famille, le grand corps que vous avez vu se déplacer devant l'écran, c'est moi qui ramassais un petit bout de plastique absolument inutile. Continuons à faire des choses sérieuses. Eddy. Il y a aussi un élément fondamental. Tu parlais de l'information, ça c'est clair. Mais il y a aussi un élément, c'est la sophistication des armements qu'ils reçoivent. Et qu'ils savent utiliser. Et qu'ils savent utiliser. Et qu'ils savent déplacer, il dit. Parce qu'avec une force qui t'occupe comme ça, il faut savoir la déplacer. Oui, ils ont notamment un missile anti-char qui s'appelle le Javelin. Et puis le drone turc. Et des drones turcs, exactement. Et là, ils vont recevoir dans quelques jours des missiles anti-navires
Enfin, moi, je serais à la place des matelots russes, je saute tout de suite. Je reste à la maison. Ah ouais, non, je me porte Ravi, absent. Vous avez vu le navire qu'ils ont... C'est tout déjà, il y a un Un navire qui qui a livrait, été touché. un navire qui livrait du matériel, des chars, etc. Et puis ils l'ont pilonné. Et puis, au point de vue des forces, ils sont avec les réservistes, avec les volontaires. Ils sont avec plus nombreux. leurs Ils sont plus armées, nombreux qu'on pensait. nombreux que les Russes. Ils sont plus nombreux qu'on pensait. Effectivement, la Russie s'est dit... Et puis des volontaires aussi. Ils ont envoyé un nombre de troupes à l'échelle de ce qu'ils attendaient. Et finalement, les Ukrainiens sont plus nombreux que prévu. Et il y a des réservistes et des volontaires qui grossissent l'Iran. C'est pour ça que Poutine va être tenté de passer à d'autres armes, notamment chimiques. Et c'est la et raison biologiques. pour laquelle nous passons au deuxième volet, comprendre la menace de l'arme nucléaire, que l'on confie à M. Bouton, qui est un grand spécialiste de ces choses. N'est-ce pas? Alors, quand j'ai lu ce que Gérard m'a communiqué, j'ai été effrayé. J'étais effrayé. Bon, alors, on va essayer de décrypter les choses. Restez à la surface. Qui Pas détient peine. l'arme nucléaire? La Russie, Ouais. les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, qui serait le seul pays de l'Europe, de l'Union européenne, à détenir l'arme atomique, et Israël, mais le Pakistan, l'Inde, la Corée et Israël, mais qui n'a jamais reconnu détenir cette arme. Alors, ça, c'est un premier élément d'information. Après, nous allons voir que la Russie et les États-Unis, ils ont 90% des armes atomiques. Hein? Alors, ça se décline en ogives. Aujourd'hui, il y a 12 700 ogives nucléaires. On a parlé du traité de non-prolifération nucléaire qui est entré en vigueur en 1970 et qui limite à 5 le nombre de pays autorisés à détenir l'arme. Mais seulement, on n'a pas parlé de l'Inde, de l'Israël, de Pakistan, de la Corée du Nord, qui, théoriquement, pourrait aussi... La Corée du Nord. On a vu les missiles qu'ils envoient là, les trucs qu'ils font sur le Corée du Nord. Alors, ensuite, quels sont les types d'armes nucléaires? Il y a les bombes à fusion nucléaire, les bombes H ou thermonucléaires. Alors, aujourd'hui, on peut considérer que la bombe qui a été lâchée à Hiroshima, à Nagasaki, je vous rappelle 320 000 morts, je crois, hein. Aujourd'hui, les bombes ont une puissance de 3800 fois supérieure À celle d'Hiroshima. Oh, mais vous vous rendez compte? Alors, Si on multiplie ça, On ne peut pas savoir. On peut pas c'est savoir. incroyable. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire encore? Sur le problème de comment les armes nucléaires sont-elles lancées? Il y a 3 dispositifs. Soit effectivement ils sont lancés depuis le sol, soit ils sont lancés depuis les airs, soit depuis la mer. On ne va pas entrer dans les détails. Mais à moins ce que tu veux. Sur ce point-là, Ouais. des sous-marins qui peuvent furtifs, Lanceurs d'engins. on ne sait pas, on peut ne pas savoir qui a lancé le missile nucléaire, on peut ne pas savoir à l'égard de qui riposter. C'est ça le problème. Alors, tu imagines le dispositif qu'il faut mettre en place dans le monde entier pour savoir On va y d'où venir. part un missile. On va venir, Christian va tout traiter pour vous. Vas-y. Alors, je vais continuer. Alors, quels sont les effets d'une arme nucléaire? Lors de son explosion, une arme nucléaire génère d'abord une boule de feu dont la taille varie avec la puissance. Une bombe de 1 kilotonne générerait ainsi une boule de 60 mètres de diamètre, provoquant ainsi des dégâts jusqu'à 2 km autour du point d'impact. Alors, plus concrètement, les armes récentes sont conçues pour libérer une énergie équivalente à plusieurs centaines de milliers de tonnes de TNT. Une telle puissance est suffisante pour détruire le centre d'une ville comme New York. Alors, rapidement également, il y a des effets de souffle qui sont similaires à un cyclone ou une tornade. Il y a en matière de chaleur, des incendies et des brûlures sur les personnes, des radiations, une pollution radioactive, impulsion électromagnétique, un déplacement d'électrons qui grille la plupart des appareils électroniques. Vous vous rendez compte des dégâts qui... Alors, plus tragique, c'est les effets sur le climat. Ouais. Parce que le climat peut complètement être Bouleversé. Au niveau de la planète. Absolument. Et ça peut aller de quelques jours à plusieurs années. Diminution massive des rendements agricoles à travers la planète et provoquant même une famine qui pourrait affecter 2 milliards d'individus. Non, mais c'est extrêmement... Sans compter le bétail et toute la voilà. faune et la biodiversité. Absolument. Alors, et là où le truc est plus fort, quel est le potentiel de destruction de l'arsenal nucléaire mondial? Il est probable que toute vie serait détruite sur la surface de la Terre. Attends. Ils sont sérieux? Ça veut dire que ça dépasse l'entendement. Ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir. Ça va au-delà de la...
Ouais. Voilà, alors bon, je vais aller très rapidement pour terminer. Alors, quelle est l'efficacité des boucliers antimissiles? Parce que voilà, il y a quand même des éléments qui, a priori, devraient garantir une certaine sécurité. Alors, les performances de ces boucliers demeurent toutefois très insuffisantes. La plupart des missiles balistiques contiennent plusieurs ogives nucléaires ainsi que des leurres. Et puis aussi, c'est possible pour des petits pays, mais quand on veut protéger toute la Russie ou bien toute l'Amérique, cette partie-là, c'est m'inquiéter. Je pense avoir presque tout dit, Gérard, à moins que tu veux soulever quelque chose. On a compris que l'humanité peut disparaître. Complètement. Avec la folie des hommes. Complètement. Il y a quand même un aspect, c'est que qui c'est qui donne l'ordre? C'est ça, alors voilà. Alors, il semble-t-il qu'il faut être au moins 2 La plupart personnes. des pays, Ils sont sécurisés. Voilà, c'est ça. Et il y a quand même un exemple, si vous voulez. Mais moi, ce qui m'effraie, Oui, je vas-y, vous dis, que quand je vois l'engagement de Poutine et sa détermination, ça veut dire que c'est un homme qui ne pourra plus avoir de crédibilité dans la communication mondiale. C'est fini. Mais En fait. il ne l'a déjà c'est pas. fini. Le GV, etc., c'est fini. oui. Donc, jusqu'où peut-il aller? Oui. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il est capable, chef, brûler en caille pour tuer en rate? C'est ça. Gros rat, Je crois que c'est... ou alors, La classe super gros. Hein. ou alors se Oui, mais c'est dire ça, l'image est qu'il n'a belle. plus rien. Oui, il n'a l'image est très plus- Il n'a plus rien à perdre. Il a déjà foulé au pied les accords Et si internationaux. et si le bonhomme est en dépression, Hein? s'il est en dépression, et s'il est en dépression même psychiatrique, quoi, que personne ne... Et si c'est ce qui se passe, il est fou là, dans un palais, dans un château, comme l'autre dans son souterrain, là, le Hitler. C'est ça qui nous J'ai pas prend. l'impression qu'il pourra reculer, Poutine. Et s'il ne peut pas reculer, ça veut dire qu'il va continuer à avancer. Et avancer, c'est quoi? Mais il y a plusieurs exemples historiques qui laissent à penser que le recul est possible. Hein. Des gens profondément fous et destructeurs, on en a connu. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un type qui s'appelait Napoléon, vous vous rappelez? Oui. Et quand Napoléon... Il avait pas quand la Napo- hache. Oui, il a tué plus de gens que Poutine. Hein. Vous vous rappelez? Oui, mais il a connu sa mérésine. Oui, mais justement, mais il a reculé, il a abandonné, il a tenté en retour, mais ça veut dire que l'histoire nous enseigne que la folie est récurrente, que la démesure est permanente, et que bon, Poutine, c'est un petit accident. Hein. Mais l'objet du sujet, Enfin, oui, pour les Ukrainiens qui meurent là, Mais c'est sur un la peu chaud quand même. sur la question bien pratique de l'arsenal nucléaire, c'est vrai que la mise à feu de ces engins terribles, les procédures sont quand même sécurisées de façon qu'on ne se retrouve pas avec une seule personne qui appuie juste sur un bouton puisque la question s'était posée pour les Américains quand il y avait Trump. et puis on va continuer, puisque tu as pris la parole avec beaucoup Ça d'élégance et de m'attend. force. C'est ça, justement, la suite. Face à la guerre, construisons notre autonomie. Ah oui. Et je fais l'introduction. L'invasion russe en Ukraine montre l'importance du désarmement nucléaire, parce qu'il faut y penser, même si Eddie est très, très optimiste. Mais si vous êtes Napoléon, la guerre, la Russie. Continuons. L'invasion russe en Ukraine montre l'importance du désarmement nucléaire. Penser à une autre logique que celle des empires est une nécessité. Ouais. On parle d'un livre de Castoriadis, je ne suis pas obligé de parler nécessairement, mais C'est vas-y. intéressant parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un ouvrage, c'est un essai qui a été publié, qui a été écrit en Bien 81, oui. donc il y a bien longtemps, et puis qui trouve un écho formidable en 2022 alors qu'il est publié maintenant. Et l'idée c'est quoi? C'est comme si il avait vu, de façon étudiée Prémonitoire. Il avait vu ce mais bien écrite et bien dans le conçue. détail, oui. Voir dans le détail comment la Russie allait devenir un empire construit au mépris donc, de l'Occident qui l'a rejeté et avec une force armée qui devient son fer de lance. Et C'était la guerre froide. oui, alors voilà, c'était une analyse poussée la guerre froide jusqu'au bout. Et il en résulte finalement, enfin, je vais vraiment à la fin de l'analyse de ce que j'en ai compris et retiré, c'est que face à ça, aujourd'hui, c'est comme si on assistait à la cristallisation de deux empires qui s'affrontent. Et l'idée, plutôt que d'aller dans une surenchère, parce que c'est le résultat finalement d'une surenchère, l'équilibre des terreurs et compagnie, c'est de se dire, eh bien, non à l'armement et disons non à la construction des empires, à l'impérialisme. Et pour cause,
pensons à, par exemple, la crise sanitaire qui nous a mis à terre, hein, et qui nous a obligés finalement à repenser la façon de concevoir la recherche, la création de richesses et puis l'accumulation de richesses et autres. Enfin, en tout cas, toute la construction économique et sociale et sociétale, je sais que tu n'aimes pas ce mot, qui aujourd'hui à court, et se dire que là, l'exemple russe-Ukraine, c'est bien de se dire, eh bien, disons non à l'armement, donc allons vers un désarmement. Tu ne vas pas éclater une bombe contre quelqu'un qui n'en a pas et puis qui de toutes les façons ne va pas exploser. Et allons essayer de faire dans du simple et du local et non pas une construction d'empire parce qu'aujourd'hui on en voit le bout. Très bien. C'est la conclusion que les délires de maîtrise et de toute puissance doivent être combattus par les peuples en Russie et en Ukraine, comme partout ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes rapatriés vers chez nous. Troisième audience du procès de Gaby Clavier en Guadeloupe. Alors pourquoi on va parler de la Guadeloupe dorénavant et de la Guyane un petit peu? Parce que nous sommes vus et visionnés. Les copains m'appellent, ils me disent, ils disent à Heidi, oui, on t'a vu, parle-nous un petit peu. Alors, parle de Gaby Clavier. Alors, pas tellement de lui, mais en fait du peu de son procès. Oui, le procès. Alors d'abord, qui est Gaby Clavier? Gaby Clavier, c'est un ancien secrétaire général de syndicat et qui a été du UGTG, hein, je précise, et qui a donc c'est ça sa fonction. Et pourquoi il est poursuivi devant le tribunal? Donc on voit son visage. Pourquoi il est poursuivi? Il est poursuivi pour avoir proféré des menaces de mort et des injures à l'encontre du directeur du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotellon. Alors je précise que ces injures et menaces ont été proférées en créole. Je le précise parce que ce sera une façon pour la défense après d'utiliser en disant qu'on a mal compris, on a mal interprété. Donc ce procès, en fait, c'était en mars, la troisième audience. Sur renvoi. Il y a eu une première audience en décembre, une deuxième audience en février, et en mars, il y a eu donc le procès l'affaire a été retenue. Et ce qui retient notre attention, hein, c'est d'une part que ça a été l'occasion, comme c'est souvent, de passe d'armes entre les avocats et les magistrats, le procureur, le président du tribunal, quelquefois sur des questions futiles comme des questions de masque, mais de façon plus importante. Il y a une conseillère qui a refusé d'enlever son masque. D'enlever son masque. Donc, mais ça, c'était pour... C'est anecdotique, ça. Voilà, c'était l'ambiance. C'est pour ça que je n'insiste pas. Mais fondamentalement, la défense avait choisi, comme c'est le cas souvent, d'en faire une tribune, d'en faire un procès politique, ce qui fait que les faits n'ont pas beaucoup été abordés. Et la défense a fait citer 8 témoins, dont une femme qui s'appelle Leila Po, qui indique l'état du CHU. C'est-à-dire que la défense a utilisé ce procès pour montrer la situation du CHU. Elle a même été très loin, puisqu'elle a dit qu'au plus fort de la crise, les personnes qui ne pouvaient plus être accueillies en réanimation, on les transférait dans un étage où elles étaient même euthanasiées. Et donc, c'est ça, moi, je trouve invraisemblable que dans une audience, quelqu'un puisse dire ça, mais sans réaction, c'est surtout ça, hein, c'est sans réaction de la part du procureur notamment. Et donc voilà, c'est ce qui est important de noter, c'est que la défense a vraiment utilisé par la convocation de témoins, il y en avait 8, pour pouvoir faire le procès en règle de la gestion de la crise au niveau de l'hôpital. Et donc par conséquent, c'est plutôt ce qu'on a retenu de cette audience. Et puis par la suite, moi j'ai trouvé, il y a eu des commentaires des avocats de la défense après le procès, qui sont des défenses très politiques. Hein. Moi je trouve que ça nous change un peu, parce que même quand il y a des procès politiques ici, c'est pas de cette tonalité-là. Nous t'es bien plus molle. Merci mon cher confrère. Un petit jingle pour annoncer la grande époque et moment culturel de l'émission. Encore une fois, oui, la guerre en Ukraine et les répercussions sur le monde culturel. Oui, parce je ne fais pas l'introduction parce que le titre en soi... Oui, moi on s'imagine peut-être pas toutes les conséquences que ça peut avoir. Et les conséquences, elles sont sur les artistes, sur les événements et sur s'agissant de l'Ukraine, sur le patrimoine de l'Ukraine. Alors sur les artistes, il y a deux tendances. Une tendance qui est à l'annulation des événements où il y a des Russes et une promotion des artistes et des événements où il y a des Ukrainiens.
Et dans l'annulation des événements russes, il y a une sanction de certains artistes qui ont pris des positions pro-Poutine. Notamment, il y a un chef d'orchestre qui est emblématique parce qu'il dirige des orchestres en Europe. Il a plusieurs concerts qui étaient programmés à Londres, à Paris, aux États-Unis. Et tous ces concerts, non seulement les concerts ont été annulés, mais sa fonction de directeur, il était directeur musical de certaines musicales, ont été annulées. Et ça, la position est très claire s'agissant des artistes. Il y a un pianiste aussi qui a pris russe, qui était pro-Poutine. Donc les artistes qui prennent position, ceux-là, on les élimine. Et puis il y a d'autres artistes qui d'eux-mêmes décident de ne pas aller. C'est le cas de la Biennale d'art contemporain à Venise, c'est très important. Et ils ont donc le commissaire de l'exposition, les artistes ont dit non, on n'y va pas volontairement. De même, il y a actuellement 200 ballerines, 200 danseurs russes qui sont qui sont en Europe parce qu'ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus travailler. Non, mais ils ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus travailler en Russie. Donc ça a vraiment des répercussions. Et puis il y a vraiment beaucoup de conséquences d'annulation. Et l'autre point sur lequel je voudrais indiquer, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que la guerre détruit le patrimoine. Il y a des théâtres, des musées, et il y a aussi des statues, des places et des centres-villes. Et c'est une volonté qui se retrouve en général toujours chez ceux qui font la guerre, c'est de détruire l'histoire d'un pays, parce que la culture et le patrimoine, ça te rattache, ça te rend fort. Et donc, il y a des tas d'efforts qui sont faits sur la numérisation et la protection. Avec un bémol, je t'interromps parce que... Avec un bémol, c'est que le personnel du musée est resté sur place et qu'ils emballent, ils protègent. Ils emballent, ils mettent dans les caves, etc. Et ils numérisent beaucoup. On va parler cinéma, il était indispensable d'avoir un jingle avant d'y passer. Avec notre star Nadia Selkan. On va parler des Oscars, c'est vraiment la grand-messe du cinéma mondial qui marque bien la fin de l'année. Calendrier bouleversé, mais là, c'est Covid. Je dis calendrier bouleversé parce que généralement, la cérémonie des Oscars se tient au mois de février. Là, c'est décalé d'un mois. Et pour cause, les Golden Globes, toutes les autres cérémonies ont déjà eu lieu. Les académies ont déjà rendu César en France, BAFTA en Angleterre, Goya en Espagne. Tout le monde a déjà rendu ces cartes, finalement, et il ne reste donc que les Oscars. Sur la cérémonie, la 94e cérémonie, moi j'ai voulu tirer l'attention sur la catégorie du meilleur acteur. Ça fait partie des 5 majeurs. C'est vraiment comment ça s'appelle, les récompenses qui sont le plus valorisées et qui rendent compte le plus. Cette année, il y a Will Smith, j'aurais dû le dire en dernier, Denzel Washington, Andrew Garfield, oui, Javier Bardem. Encore. Voilà, joli, c'est bien, tu suis. Et bien entendu, je zappais le 5e puisque je suis, voilà. Bref, toujours est-il que cette année, a priori, ça ne devrait pas, l'Oscar du meilleur acteur ne devrait pas échapper. Ah oui, Dominic Cumberbatch, pour un film de Jane Campion, l'Australienne. C'est vraiment, bravo, c'est vraiment l'histoire qui se joue dans la mesure où vous avez vu les acteurs que je vous ai cités. Jane Campion, elle fait l'histoire puisqu'elle est la 2e femme. On a déjà parlé de Power of the Dog. On a déjà parlé de Power of the Dog, qui est un western, voilà. Production Netflix, etc. Accessoirement, tous les films en compétition, pas tous les films, mais la majorité des films en compétition sont disponibles sur plateforme. Ça, c'est une première et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Toujours est-il que Will Smith, cette fois-ci, ne devrait pas y échapper. Avec son King Richard, qui est donc l'histoire le père entraîneur des sœurs Williams. Donc, a priori, c'est lui qui l'aura. Et sinon, je ne peux pas finir sans parler de Denzel Washington. Magnifique, The Tragedy of Macbeth, dans un magnifique noir et blanc, qui revisite, c'est Joel Cohen, donc sans son frère, qui revisite le mythe Macbeth, avec donc Denzel Washington qui dit du Shakespeare, et c'est absolument somptueux.
Magnifique, c'est très bien. On tient le timing. On va parler d'un petit peu de musique. On va mettre un petit jingle, fait plaisir à Daniel. Alors, il y a 21 ans disparaissait Loulou Boislaville, l'un des plus grands défenseurs du folklore martiniquais. 4 phrases pour expliquer l'énormité, l'importance de cet homme. Ben déjà, un répertoire extraordinaire. Ouais. La Sirène, Abandon, Hermansia. Et puis, tout un pan du patrimoine de Noël et du Carnaval. Ouais. Loulou a été véritablement un bâtisseur de tout cela. Alors, premier élément. Deuxième élément, les ballets martiniquais. Vous savez que Loulou m'avait raconté que c'est un préfet qui lui avait dit ce serait intéressant que sur les bateaux de croisière, vous fassiez les ballets et dans les hôtels. Et c'est vrai que Il y les a ballets... des préfets qui... Bon, on continue. Oui, oui. Non, c'est ça, enfin. Et c'est vrai que les ballets martiniquais ont été une figure, enfin, assez forte, si vous voulez, de notre production culturelle. Rappelons que dans tous les hôtels, le Méridien, tout ça, les ballets martiniquais jouaient tous les soirs. On a reconnu les peurs de M. Bonjour, vous vous rappelez, avec les scènes du... Oniol, le chorégraphe. Oniol aussi, qui a été absolument... Alors, troisième élément, Loulou, c'était un homme charmant, enfin, que j'ai fréquenté de manière assez régulière. J'allais chez lui, je voyais son épouse Simone, qui est toujours là. Et Loulou, j'étais charmé par, si vous voulez, le contenu de ça, parce que c'était un autodidacte, Loulou. Mais il avait une capacité tellement nette de créer, de composer, de faire des textes, de faire des chansons. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Je crois que un petit clin d'œil quand même à Malavroy et à Paul Rosine, qui a repris La Sirène, qui a repris Grand mais Grand, Grand la Divinité Grand. Ça, c'est aussi un morceau du patrimoine que Loulou avait un petit peu arrangé, qu'il avait développé, et qui a été repris magistralement par Paul Rosine et Malavroy. Quelques secondes, malheureusement, sur la disparition de Guy Louiset. Alors, Guy Louiset aussi, alors j'ai connu Guy Louiset, bien évidemment, au Cermak, qui a été un pionnier, quoi, dans le style pan. Et puis, j'ai connu une expérience assez extraordinaire avec Guy Louiset, que je me permettrai de raconter très rapidement, parce qu'il y a eu une fois un orchestre qui était venu, un orchestre classique qui s'appelle l'Ensemble orchestral de Normandie, dirigé par un certain monsieur Jean-Pierre Berlingen, alors très protocolaire, vous connaissez les classiques. Carré. Et puis, on organisait ça avec le CMAC. Et un jour, avec Fanny Ogiac, on parlait de ça, et je disais à Fanny, mais Fanny, ça aurait été bien si on ajoute un musicien local avec cet orchestre. On avait pensé à Maxi, là, on avait pensé à Ralph Perroni comme guitariste. Et c'est Fanny qui a eu l'idée de Guy Louiset. Ouais. Et elle m'a dit, mais si on prenait Guy Louiset? Et on allait voir Guy Louiset. Alors, d'une part, j'ai été très frappé par l'ouverture d'esprit de Guy, parce que Guy, que je connaissais, qui jouait de la biguine ou ou du calypso, il était très intéressé par Bach, par exemple. Et le premier titre qu'ils ont interprété, c'est l'aria de Bach. Et ça a été tellement merveilleux, cette proximité entre cet ensemble classique et puis cet instrument caribéen, révolutionnaire dans un orchestre classique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont fait une tournée en France et ils ont fait une tournée en Guyane. Et en Guyane, ils ont produit un album qui s'appelait L'Ensemble orchestral de l'espace, sur lequel Guy a fixé une composition. Que tu devras me prêter, n'oublie pas ça. Mais je vous avais envoyé les... Bon, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais... Vous marquez, c'est très très bien, monsieur. Voilà, alors Guy Louiset, je suis très... Enfin, je pense que tu l'as connu Ouais, aussi bien que moi. sa simplicité. Moi, je suis très affecté parce qu'il m'avait toujours témoigné un intérêt, une gentillesse. D'ailleurs, on avait fait passer au festival Big in Jazz. Et d'ailleurs, on a vu à Martinique première sa photo avec le Big in Jazz parce que Guy, c'était véritablement, je pense, un personnage important de la musique martiniquaise. Et donc, sa famille, on tient à exprimer notre solidarité. Je vous remercie tous. Je vous remercie, M. Edima, je veux faire l'honneur d'être là. Christian, attention, il faut être là pour la semaine prochaine. Nadia aussi, et puis vous tous êtes réquisitionnés, parce que nous sommes en guerre. Je dis au revoir à tout le monde et merci de nous être fidèles. Au revoir. Au revoir.
n'hésiteriez pas à l'idée de demander à ces nègres de corriger la conception qu'ils se font de l'histoire. D'ailleurs, nous sommes persuadés que, sans le savoir, ils entrent dans nos vues, habitués qu'ils sont à parler et à penser en termes de présent. La découverte de l'existence d'une civilisation nègre au XVe siècle ne me décerne pas un brevet d'humanité. Qu'on le veuille ou non, le passé ne peut en aucune façon me guider dans l'actualité. Le noir, à certains moments, est enfermé dans son corps.